Bonjour à tous, dans cette première vidéo je vais présenter la notion d'application linéaire. Je vais la présenter dans un cadre assez élémentaire, donc elle s'adresse principalement aux étudiants de première année qui ont un peu de mal avec cette notion de linéarité d'application entre espaces vectoriels. Donc je vais commencer par donner quelques définitions utiles que vous devez connaître mais je vais les rappeler. Ensuite je vais donner quelques exemples, 3 exemples, dont le premier que je vais beaucoup détailler. Et ensuite, je vais donner des extraits de de concours. Bon, j'ai mis mine, pont et HEC, mais en vrai, c'est que des extraits. C'est la partie la plus simple de ces oraux. Ils sont abordables par tout étudiant de première année d'études supérieures qui font des maths. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je m'adresse aux élèves de première année, évidemment. Alors, je distingue, je ne parle pas d'élèves de licence, même si ça les concerne. Je parle que des élèves de prépa. Donc, pour ce qui est des ECG, évidemment, le corps de base, c'est R toujours. Et pour ce qui est des maths sup ou des licences, c'est K, c'est un corps K quelconque. Bon, il n'est pas toujours quelconque, hein, particulièrement en PCSI, c'est principalement, et en PTSI, c'est principalement R ou C. Mais sachez que c'est valable aussi pour d'autres corps. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la théorie des corps, hein, je vais me placer quasi systématiquement sur R. De toute façon, ça se généralise à n'importe quel autre corps. Donc là, je pose F, une application entre EF, mes deux espaces vectoriels. Donc je rappelle la définition de ce que c'est qu'une application linéaire entre deux espaces vectoriels E et F, sur le même corps, évidemment. C'est pas deux corps différents, évidemment, pour E et F. Donc c'est lorsqu'on a, normalement vous devez la connaître, peut-être par cœur, mais peut-être que vous l'avez pas compris, c'est le but de la vidéo, c'est de vous l'expliquer. Cette définition, elle est tout à fait standard. Donc dès qu'on prend x, y quelconque dans E et lambda mu dans R, je vais dire là à l'oral, f de lambda x plus mu y va être égal à lambda f de x plus mu y. Alors ça, c'est une définition un petit peu abstraite. Je vais essayer d'illustrer par des exemples le plus simple possible pour que vous compreniez bien la base. Donc je rappelle la définition de ce que c'est que l'ensemble des applications linéaires. On l'appelle L de f avec un L comme ça, dessiné ainsi. Donc on sait bien que lorsque l'espace de départ est le même que l'espace d'arrivée, on peut écrire plus succinctement L de E pour sous-entendre L de E, on ne répète pas deux fois E. Les éléments de L de E, on les appelle les endomorphismes. Donc les endomorphismes, je rappelle, pour ce qui est des applications linéaires entre espaces vectoriels, c'est des applications linéaires d'un espace vectoriel vers lui-même. Alors, je vais dans la suite me contenter de la définition suivante, qui est équivalente. Je ne vais pas montrer que c'est équivalent, même si c'est quasiment évident. Il y a un sens qui est foncièrement évident, c'est 1 implique 2, évidemment, pour mu égale 1. L'autre sens, est très facile à faire, je ne vais pas le démontrer, ça doit être dans votre cours. Sachez que ça donne la même définition. Qu'on définisse avec un lambda ou un lambda ou un mu, on donne la même classe de fonctions au final. Les fonctions qui vont vérifier l'assertion 1 sont exactement les fonctions qui vont vérifier l'assertion 2. Voilà, donc ça c'est fini pour les rappels. Donc je commence par donner un exemple. Je me donne une application de R3 dans R3. C'est le type d'exemple le plus courant que vous devez rencontrer de manière basique, on va dire. Quand on a un espace vectoriel R3, on sait bien que c'est un espace vectoriel. On lui associe à un triplet x, y, z, ce triplet-là. Voilà, donc là on va montrer dans la slide d'après que F est un endomorphisme de R3, parce que là on voit bien qu'on a le même espace de départ et le même espace d'arrivée. Donc là, je résume ce qu'il faut montrer. Il faut montrer que cette application de R3 dans R3 définie ainsi appartient à L de R3, c'est-à-dire est un endomorphisme de R3. Donc je vais commencer par énoncer exactement ce qu'on va montrer. Je le rappelle une deuxième fois. Là, je mets des couleurs. Donc il faut montrer que quel que soit x1, x2 et quel que soit lambda appartenant à R, je décompose mon vecteur x1 en un triplet d'éléments de R, parce que c'est un élément de R3, x1 et x2 aussi. Voilà, il faut montrer que quels que soient ces éléments-là, on a f de lambda x1 plus x2 égale lambda f de x1 plus f de x2. Ça montrera que l'application f est linéaire. Donc, comme d'habitude, dans ce genre de démonstration, on veut montrer une assertion qui commence par quel que soit. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On pose soit un x1, soit un x2 dans R3 et soit lambda dans R. Aucune surprise de ce côté-là. Là, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer le concept que j'appelle de boîte. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, j'ai encadré par exemple en rouge le x, le y en vert, le z en bleu. En fait, on a f d'un triplet va associer un nouveau triplet. Là, j'ai mis en colonne parce que j'avais pas la place en ligne, ça prenait trop de place. Mais sachez que normalement, il faudrait le mettre en ligne pour qu'on voit mieux aussi. Comme ça, on voit beaucoup mieux. On a la première coordonnée qui est là, la deuxième coordonnée qui est en dessous, la troisième coordonnée qui est encore en dessous. Normalement, j'aurais dû effectivement la mettre alignée comme ça. Première coordonnée, deuxième coordonnée, troisième coordonnée. Mais pour une raison de commodité et pour que ce soit plus lisible, j'ai exprès mis en colonne. Ça revient au même, hein. C'est un abus qui est tout à fait autorisé, surtout quand on explique ce genre de choses de manière aussi basique. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que F, elle prend 3 boîtes d'éléments de R et elle associe ce triplet de R
en prenant la première boîte qui va être répétée dans la première coordonnée de l'image, avec 2 fois la première boîte, moins 1 fois la deuxième, plus 3 fois la troisième, etc. Donc là, pour que vous compreniez bien, ce vecteur, ce triplet, boîte rouge, boîte vert, boîte bleue, pour notre vecteur y, lambda x1 plus x2, parce qu'on veut calculer, je vous rappelle, f de lambda x1 plus x2, et montrer que ça fait lambda f de x1 plus f de x2. Donc c'est pourquoi je pose un y, je ne suis pas obligé, mais je le pose pour expliquer de manière élémentaire ce concept. Donc on va calculer notre vecteur d'abord y, qui est lambda x1 plus x2, pour connaître quelles sont ses coordonnées, en quelque sorte, quels sont les éléments du triplet. Évidemment, on calcule. Donc on part de y, c'est lambda x1 plus x2, on se rappelle. Donc je vous rappelle que x1, c'était le triplet x1, y1, z1. x2, c'était le triplet x2, y2, z2. C'est rappelé là aussi. Voilà, donc on pose y lambda x1 plus x2. Et là, ce que je fais, c'est tout à fait habituel. Hein. Vous devez être au courant comment additionner deux vecteurs depuis le lycée. Vous savez additionner deux vecteurs et multiplier par un scalaire. Vous savez que lambda, un scalaire, donc un réel, un lambda c'est un réel, fois un vecteur de R3, on multiplie le lambda dans les 3 coordonnées et on rajoute chaque coordonnée par coordonnée. Vous savez ça, hein, normalement. Je ne vais pas revenir trop là-dessus. Ah, donc là, ce que je fais, là, c'est que j'entoure en rouge ma boîte, donc lambda x1 plus... Ah, je me suis trompé, là, c'est un x2. Ok, je me suis trompé en tapant mon beamer. Ah, donc là, vous comprenez que je me suis trompé, j'ai mis un x1 alors que j'aurais dû mettre un x2. Je vais corriger à la main. Je vais retourner la vidéo pour ça. Voilà, donc on a lambda x1 plus x2, c'est la première coordonnée de ce vecteur. Premier élément du triplet. Lambda y1 plus y2 et lambda z1 plus z2 sont respectivement le deuxième élément du triplet et le troisième élément du triplet. Voilà, donc ce qui se passe, on cherche à calculer donc f de lambda x1 plus x2. Donc je rappelle, ça fait f de y parce qu'on a posé lambda x1 plus x2. Je rappelle qui est y. Voilà, donc c'est f de y, c'est ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est appliquer f de la première boîte, de la deuxième boîte, la troisième boîte, et la répercuter aux endroits qui sont indiqués dans la définition de f de première boîte, deuxième boîte, troisième boîte. Ah, c'est pour ça que je recopie exactement. Là, il y a toujours le 2. Voilà, donc on a 2 fois la première coordonnée. Vous commencez à comprendre. Là, j'ai pas besoin de mes explications orales. N'hésitez pas à poser des commentaires si vous n'avez pas compris en bas de la vidéo. Mais je pense que là, c'est assez clair. On prend la première coordonnée, on la répète là 2 fois, comme c'est indiqué là. La deuxième coordonnée, on la répète en moins ici, plus ici, comme c'est indiqué là. Moins, plus. Et on le fait pour les 3 éléments du triplet de l'espace d'arrivée. Donc là, c'est pas fini, évidemment. Là, une fois qu'on a calculé f de y en soit f de lambda x1 plus x2, on a besoin de montrer que ça fait, évidemment, lambda f de x1 plus f de x2. C'est notre but, c'est le but auquel on veut arriver. Donc l'idée, c'est d'enlever les boîtes. Là, on n'a plus besoin du concept de boîte. Ça devient inutile. Donc j'enlève les rectangles rouges, verts et bleus. On obtient ça. Là, vous vous doutez bien que le but, c'est donc de séparer les x1 et les x2. Parce qu'on veut à la fin une égalité avec lambda fois f de x1 plus f de x2, donc il y a besoin de les séparer. C'est ce que je fais là. C'est très visuel. J'ai séparé en deux les x1 et les x2. Alors, j'ai pas fait d'erreur. Non, je crois pas. Voilà, donc après séparation des x1 et des x2, je peux séparer le vecteur en deux. Par la même relation qu'on a fait ici, où on a rentré deux vecteurs en un seul, ben on sépare un seul vecteur en deux vecteurs. Vous savez faire, hein. Normalement, vous savez faire depuis le lycée, ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? Il suffit juste de factoriser par lambda le premier vecteur, parce qu'on se rappelle qu'on veut lambda fois f de x1, on ne veut pas f de lambda x1. On veut lambda fois f de x1, donc je sors lambda, c'est une opération tout à fait usuelle, la même qu'on a fait là, mais dans l'autre sens. On a rentré le lambda, là on le sort. Et il se trouve que maintenant, on obtient effectivement ce qu'on voulait, c'est-à-dire lambda f de x1 plus f de x2. J'ai pas détaillé pourquoi ça fait f de x1, mais vous comprenez bien que si là on met x1, y1, z1, là on a exactement f de x1, et là on a exactement f de x2. Dans les exemples qui vont suivre, je vais détailler un petit peu moins, je vais pas employer le concept de boîte, je vais pas détailler autant que ça, donc n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo pour voir cet exemple en détail. Dans les autres exemples, je vais aller un peu plus vite. Donc là on va démontrer un exemple assez usuel que tout le monde fait, que ce soit en première licence ou en première prépa ou n'importe où il y a des maths de l'algèbre linéaire. Comme d'habitude, je vais poser un vecteur A dans Rn. Là, je ne rappelle pas ce que je vais montrer, mais vous le savez, c'est quel que soit un vecteur de Rn, que ce soit deux vecteurs de Rn, quel que soit lambda appartenant à R, il faut montrer l'égalité habituelle pour montrer que G est linéaire. Donc là, je pose A que je vais appeler 1, A2, AN. Je ne peux pas appeler x1, x2, ça ne va pas parce que j'ai besoin de deux lettres différentes parce que les indices vont de 1 à n. Donc je suis pas obligé, mais c'est plus commode d'écrire A1 jusqu'à AN, B1 jusqu'à Bn pour les deux vecteurs que je prends
dans l'espace de départ. Je prends comme d'habitude un lambda dans le corps de base, ici c'est R. J'énonce ce qu'on va montrer. On va montrer bien sûr G de lambda A plus B, où A est le vecteur qu'on a pris dans Rn et B le deuxième vecteur de l'espace de départ Rn. On va montrer cette égalité qui montrera la linéarité de G. Voilà, donc là je fais le même calcul que l'exemple précédent, c'est-à-dire que je calcule d'abord mon vecteur lambda A plus B, que je peux appeler X si je veux, grand X. Donc ici, je ne l'ai pas appelé grand X, mais il faut comprendre que la première coordonnée c'est X1, la deuxième coordonnée c'est X2, la dernière coordonnée c'est Xn de mon vecteur de Rn de l'espace de départ. Parce qu'on va avoir besoin de calculer G de lambda A plus B. Donc j'ai besoin de calculer mon vecteur lambda A plus B, de trouver ces n coordonnées, les n valeurs réelles de ce n-uplet. Donc une fois que c'est calculé, mon vecteur lambda A plus B, j'ai explicité exactement quelles étaient ces coordonnées. Je calcule G de lambda A plus B. Par définition de G, ça fait cette somme, parce qu'on se rappelle que la G de X1 jusqu'à Xn, ça fait la somme des XK. Là, ici, les XK, c'est les lambda AK plus BK. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez cet argument depuis le début d'année. On dit par linéarité de la somme. Vous n'aviez pas vu les applications linéaires encore au début d'année, mais on vous employait ce vocabulaire et peut-être vous vous demandiez pourquoi. C'est parce que c'est une application linéaire. Donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Vous voyez, j'utilise la linéarité de la somme pour montrer la linéarité de G, mais en fait, c'est exactement la même chose si vous réfléchissez 2 secondes. La linéarité de G et la linéarité de la somme, en soi, c'est le même concept. Mais là, je le rappelle, que vous avez démontré sur les sommes en début d'année. Je rappelle pour énoncer la linéarité de cette application G. En fait, j'ai pas vraiment démontré quelque chose. J'ai utilisé une propriété de début d'année qui est exactement la linéarité de la somme et qui est exactement la linéarité de mon application G. Donc maintenant, je vais passer un exemple sur l'espace vectoriel des polynômes. Donc je rappelle d'abord ce que c'est que l'espace vectoriel des polynômes R de x ou K de x, suivant si on est en ECG ou en MATSUP ou en licence. Donc ce qu'on appelle R crochet x et K crochet x, c'est l'ensemble des polynômes à une indéterminée sur R, et K crochet x, c'est l'ensemble des polynômes à une indéterminée à coefficient dans le corps K. On désigne par Rn de x et Kn de x l'ensemble des polynômes. Alors je vais juste employer pour R de x. Rn de x, c'est l'ensemble des polynômes, pas de degré n. Souvent, il y a l'erreur, les élèves font cette erreur. C'est pas l'ensemble des polynômes de degré n, c'est pas un espace vectoriel, ça en soi, il n'a pas le vecteur nul. Donc c'est l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n, et non pas égal à n, comme beaucoup le pensent ou se trompent. Surtout lorsqu'ils découvrent l'espace vectoriel, ils écrivent degré de p égale n. Il ne faut pas faire cette erreur, bien sûr. C'est degré de p plus petit que n. Donc je commence par donner un exemple que je vais démontrer dans la suite. C'est l'exemple 7. Qui est très facile. Tous les exemples là sont faciles. Dans cette première vidéo, je vais à la chose la plus basique. Voilà, donc on pose H1 cette application entre R de 2x et R3. Donc là, vous remarquez que c'est pas le même espace vectoriel de départ et d'arrivée, donc ça va pas être un endomorphisme. Je vais donner un deuxième exemple que je ne vais pas démontrer, qui est tout à fait similaire, que je vous invite à tester sur un papier, essayer de fournir une démonstration en vous appuyant sur mon exemple 7 et l'exemple que j'ai donné précédemment. Vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai fait pour en déduire la linéarité de l'application H2. Je vais commencer par montrer la linéarité de l'application H1. Donc je rappelle la définition de l'application H1. Comme d'habitude, on pose soit P1, P2, deux vecteurs de l'espace de départ. Alors qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis R3 de x. Ah, c'est quoi cette erreur? Ouais, j'ai mis R2 de x, bien sûr. Il y a un problème là. Alors là, il y a une erreur de frappe par rapport à mon exemple précédent. J'avais mis R2 de x. Dans mon exemple, l'exercice d'après qui est censé être le même, j'ai mis R3 de x. En vérité, ça n'a pas d'importance, ça ne va pas influer sur la linéarité, ça peut juste influer sur la notion d'isomorphisme qui va être vraie pour H1, mais pas H1 dans cet exemple 7, parce qu'on a posé R de 2x, mais qui ne va pas être vrai pour cet exemple, pour l'exercice 9, parce que j'ai pris R3 de x. Bon, je ne vais pas revenir sur la notion d'isomorphisme, je ferai une autre vidéo pour parler d'isomorphisme, mais je donnerai cet exemple. Donc peu importe si c'est R2 ou R3, là, pour la linéarité de H1, ça joue pas de rôle. Alors comme d'habitude, on prend P1, P2 dans R2 de x, soit lambda appartenant à R. Comme j'ai fait précédemment, je pose mon polynôme lambda P1 plus P2, je l'appelle P, pour revenir à la définition de H1 de P. Là, je ne mets pas le concept de boîte, mais j'aurais pu réutiliser ce concept de boîte. Mais j'imagine que si vous avez bien étudié le début de ma vidéo, mon premier exemple, vous avez compris ce que je veux dire par là. On répète ce polynôme P, vous voyez, H1 de P. On répète en première coordonnée du vecteur de R3, P de moins 1, P de 0, P de 1. C'est ce que je fais là. H1 de ce vecteur P, je ne suis pas obligé de l'appeler P, je l'appelle P pour des raisons pédagogiques. C'est pour que vous compreniez, mais on n'est pas obligé de le faire. On peut directement réécrire lambda P1 plus P2, le remettre ici, l'évaluer en moins 1,
remettre ici, l'évaluer en 0, et le remettre ici, et évaluer en 1. Donc j'ai mis en doré les parenthèses. Comprenez bien que le triplet de R3, il commence ici, et il se finit ici. C'est ce que j'ai fait là. Il y a d'autres parenthèses, c'est pour ça que je distingue la parenthèse du triplet de R3 de la parenthèse d'évaluation en -1, en 0 ou en 1. Donc on peut passer cette ligne-là à cette ligne-là par la linéarité de l'évaluation polynomiale en un point. C'est un vocabulaire justement de linéarité en soi, vous l'avez démontré certainement en cours. Cette application est une application linéaire en soi, qui a un polynôme associe son évaluation en un point quelconque. Voilà, donc là, qu'est-ce que je fais comme d'habitude? On veut montrer que ça fait lambda h1 de P1 plus h1 de P2. Donc j'ai besoin de séparer mon vecteur en deux, de séparer les P1 et les P2, les mettre l'un à gauche et l'autre à droite. C'est habituel, on l'a fait déjà plusieurs fois, de séparer un vecteur en deux et de sortir une multiplication par un scalaire du triplet. Je ne vais pas revenir dessus. Et là, on remarque évidemment que cette expression n'est rien d'autre que lambda h1 de P1 plus h1 de P2. On voit que là, on a lambda fois un triplet composé du polynôme P1 évalué en -1, du polynôme P1 évalué en 0 et du polynôme P1 évalué en 1. Exactement comme a été donnée la définition de h1. h1 de P, c'est le triplet de R3, P de -1, P de 0, P de 1. Voilà, donc on a démontré la linéarité de H1. Donc l'exercice 10, je le cite. Je ne vais pas le démontrer. Je vous invite à le faire sur une feuille, de prendre 5 minutes pour bien poser vos vecteurs comme il faut, en vous inspirant, comme j'ai dit, des exemples précédents. Là, je vais donner un extrait d'Oral Minpon, PC, qui est tombé il y a quelques années. Il est clair que c'est une question extrêmement facile au niveau Minpon et que vous n'avez pas besoin de viser le concours Minpon en PC ou ailleurs pour savoir répondre à cette question. C'est une question élémentaire en soi. Je ne pense pas que l'évaluateur ait mis beaucoup de points dans l'évaluation de la vérification de cette linéarité, mais il faut savoir le faire, donc je cite cet exemple. Alors on doit montrer que f est un endomorphisme de Rn crochet x. Donc on doit montrer deux choses, que f est linéaire et on doit montrer qu'elle est à valeur dans Rn crochet x. On n'a pas dit que l'image était Rn crochet x, mais on a besoin que l'image d'un vecteur P soit dans Rn crochet x. On n'a pas besoin de l'égalité, on a juste besoin de montrer que pour tout P dans l'espace de départ, le vecteur de l'espace d'arrivée, f de P, appartient bien à Rn de x. On a besoin de montrer qu'une inclusion, image de f inclus dans Rn crochet x. Je vais commencer par montrer la stabilité, c'est-à-dire ce que je viens de citer, c'est-à-dire montrer que f de P appartient bien à Rn de x pour tout P dans Rn crochet x. En deuxième temps, on montrera la linéarité de f. Là, j'argumente de manière habituelle. Vous savez, on prend un polynôme P de Rn de x, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, un polynôme P de Rn crochet x, il est de degré plus petit ou égal à n. Donc par propriété, degré de P' est plus petit ou égal à n-1. J'ai fait exprès de noter ça. Ne dites pas l'erreur degré de P égale n, surtout pas, mais ne dites pas non plus l'erreur degré de P' égale degré de P-1. C'est vrai quasiment tout le temps, mais si P est un polynôme non constant, mais si P est un polynôme constant, on n'a pas degré de P' égale degré de P-1. Donc évitez d'écrire degré de P' égale degré de P-1 toute généralité, ça marche pas pour les polynômes constants non nuls. Là, je ne fais pas d'erreur. Si je prends un polynôme P de degré inférieur ou égal à n, le degré de sa dérivée est inférieur ou égal à n-1. Donc on connaît la formule sur le degré d'un produit de polynômes. Et par inégalité du fait que le degré de P' est plus petit que n-1 et que le degré de x-a, je vous laisse répondre à cette question dans votre tête, est égal à 1. Donc on a le degré de x-a fois P' est plus petit que 1, le degré de x-a, plus n-1, le degré maximum possible de P'. 1 plus n-1, c'est égal à n. On a bien montré que f de P appartient à Rn de x. Là, je vais m'occuper de la linéarité de f. Donc je prends P1. Pourquoi j'ai mis 1, 2 ? Ah là là, encore une erreur. Bon, là, c'est Rn1. Ça, c'est Rn de x. C'est une erreur de ma part. Je vais l'écrire. On prend lambda dans R. On a LF de lambda P1 plus P2. Donc là, je vais un peu plus vite que d'habitude. Vous avez compris, j'imagine. Donc ça fait x-a fois la dérivée du vecteur qu'on a donné à manger à f, par définition de f. On se rappelle que f de p, c'est x-a fois p'. Si je fais f de lambda P1 plus P2, j'obtiens x-a fois la dérivée de lambda P1 plus P2. Pour passer de cette ligne à celle-là, c'est tout simplement la linéarité de la dérivation des polynômes. Vous savez que la dérivation des fonctions dérivables est une application linéaire. C'est un vocabulaire que vous n'avez pas employé au lycée, mais vous avez vu cette propriété au moins sur les fonctions polynomiales ou sur les fonctions dérivables, vous avez vu cette propriété, vous n'avez pas employé le mot linéaire, mais en soi, si vous réfléchissez 2 secondes, vous verrez que c'est exactement la définition de la linéarité de la dérivée appliquée en un polynôme.
La multiplication se distribue par rapport à l'addition ainsi. On obtient ça. On peut mettre ce lambda à gauche, c'est habituel. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez venir, bon, on obtient rien d'autre que lambda f de P1 plus f de P2. Donc je suis parti de f de lambda P1 plus P2 pour deux polynômes P1, P2 quelconque de Rn de x. J'ai montré f de lambda P1 plus P2 égale lambda f de P1 plus f de P2. J'ai bien montré la linéarité de f. Comme j'ai montré la stabilité, j'ai bien montré que f était un endomorphisme de Rn crochet x. Je vais maintenant donner un exemple tiré d'une annale HEC, un exercice tombé en 2019 en ECE. Donc ECE, je vous rappelle que c'est l'ancêtre de mathématiques appliquées. Peut-être un exemple un peu plus abstrait que l'exemple précédent. On se donne n supérieur ou égal à 2 en entier. On prend P, une matrice inversible de Mn de R. Ça, c'est la notation pour dire GL de N de R. Même si vous ne voyez pas la notion de groupe dans toutes les filières, vous savez que la notation GLN de R pour désigner l'ensemble des matrices inversible à coefficient d'horaire et de taille n. Alors on définit l'application psi de Mn de R dans Mn de R par psi de M égale P fois M fois P-1. On va montrer que psi est un endomorphisme. Donc un endomorphisme de quoi? Un endomorphisme de Mn de R, évidemment, parce que psi va de Mn de R dans Mn de R. Donc là, je commence par rappeler justement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que psi est bien valeur dans Mn de R. C'est évident par propriété usuelle sur le produit matriciel. Entre trois matrices de même taille n par n, vous savez bien que le produit de trois matrices carrées de taille n appartient à Mn de R. C'est une démonstration que vous avez dû faire sur le chapitre des matrices. Donc il y a bien stabilité, ça c'est évident. Donc pour la linéarité, elle n'est pas bien compliquée, mais je vais quand même la détailler aussi pour bien vous fixer les idées. Donc on pose bien sûr M1, M2 dans Mn de R et lambda dans R. On calcule évidemment psi de lambda M1 plus M2. Là, il faut comprendre que ça, c'est une sorte de matrice M, comme d'habitude. Psi de M, ça fait Pm, P-1. Donc là, on voit bien que psi de cette matrice, ça fait P fois cette matrice fois P-1. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la distributivité à droite de la multiplication matricielle par rapport à l'addition matricielle. Pour les lois usuelles, évidemment, on peut définir d'autres lois, mais on ne le fait pas trop en pratique, surtout en prépa. Pour bien détailler ce qu'on peut faire, vous n'êtes pas obligé de le faire en concours, mais c'est pour bien détailler, là je détaille le plus possible. Je multiplie par P-1 à droite. Ensuite, j'utilise la distributivité à gauche de la multiplication matricielle pour obtenir cette somme de matrices. Le lambda, c'est un scalaire, donc je sais que je peux factoriser par ce lambda, il n'y a pas de problème. Vous savez que l'ensemble des matrices, pour n supérieur ou égal à 2, il n'est pas commutatif pour la multiplication matricielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nécessairement, sauf hypothèse particulière, permuter P et M1 par exemple, mais le lambda qui est un scalaire, qui n'est pas la même multiplication ici que la multiplication matricielle, il n'y a pas de problème, vous savez bien, on peut factoriser par un scalaire et le mettre tout à gauche, il n'y a aucun souci. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que là, on n'a rien d'autre que lambda fois psi de M1 plus psi de M2. Donc qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que pour tout M1, M2 appartenant à l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficient dans R, psi de lambda M1 plus M2 pour un lambda quelconque dans R est égal à psi de M1 plus psi de M2. Ah, j'ai oublié le lambda, ok. Eh ben, j'ai fait des fautes. Ici, bien sûr, il y a un lambda tech que j'ai oublié de rajouter dans mon code source tech. Faut bien le mettre à la fin parce qu'on veut bien montrer psi de lambda M1 plus M2 égale lambda psi de M1 plus psi de M2. Ce que j'ai là, mais je ne l'ai pas là parce que j'ai oublié le lambda que j'ai rajouté à la main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous avez essayé de faire l'exemple que j'ai passé sous silence, que je n'ai pas démontré. Si vous essayez de le faire et que vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires.